Bonsoir à toutes et à tous. Tout ce qui a été dit ce soir par les intervenantes et les intervenants précédents, tout ce que nous partageons dans cette salle comme argument sur le fait qu'on peut faire autrement, que cette contre-réforme est injuste, je crois que c'est assez largement partagé dans la population. C'est assez largement partagé parmi les salariés, les chômeurs, les retraités. Il y a un sentiment de colère, il y a un sentiment d'injustice, il y a un sentiment d'illégitimité à laisser le MEDEF dicter sa loi au gouvernement. Malheureusement, ce sentiment de colère et d'injustice s'accompagne aussi assez largement d'un sentiment d'impuissance. Et je crois que le problème auquel nous sommes tous confrontés ce soir, outre, comme l'a dit Éric, construire le rassemblement et la mobilisation la plus large possible, c'est comment aider nos concitoyens à surmonter ce sentiment d'impuissance et à se convaincre qu'on peut faire autrement, qu'une autre société est possible, que défendre la retraite par répartition, que défendre le droit à la retraite à 60 ans à taux plein pour toutes et tous, c'est possible. Nous sommes confrontés à cet enjeu. Et je pense qu'on a intérêt à se demander entre nous d'où vient cette chape de plomb qui pèse sur tant et tant de conscience dans ce pays. Je vais vous donner un exemple. On nous serigne que nous sommes confrontés à des choix techniques. Or, le Conseil d'orientation des retraites lui-même, rapport après rapport, on peut dire qu'il nous aide. Il nous aide en mettant en lumière le fait qu'il ne s'agit pas de choix techniques, mais qu'il s'agit bien de choix politiques. Que nous dit le Conseil d'orientation des retraites? Il nous dit, pour ramener les caisses de retraite à l'équilibre, il y a 3 possibilités. Augmenter les prélèvements, ou diminuer le niveau des pensions, ou augmenter la durée de cotisation. Nous sommes bien confrontés à une alternative à 3 branches. Or, que retrouve-t-on dans le rapport Moreau? Que retrouve-t-on dans le projet du gouvernement Hollande-Hérault? Que retrouve-t-on dans le discours de la très grande majorité des médias? Eh bien, il va falloir, pour revenir à l'équilibre des caisses de retraite, diminuer le montant des pensions et, non pas où, augmenter la durée de cotisation. Où est passée l'augmentation des prélèvements? Alors, l'augmentation des prélèvements, bien entendu, ça a été dit par plusieurs interventions, on la retrouve dans le projet gouvernemental. On la retrouve dans une mise à contribution des salariés, dans une mise à contribution des retraités, mais curieusement, pas dans une mise à contribution du patronat, puisque la très légère augmentation du taux de cotisation va être compensée par une exonération des cotisations pour les allocations familiales, ce qui effectivement constitue un précédent très dangereux. Donc, il y a un interdit qui pèse sur le débat public, on ne pourrait pas augmenter le taux de cotisation patronale. Donc il nous appartient de dire le contraire. Il nous appartient de dire, comme cela a été dit précédemment, et de ramener la vérité des chiffres, qu'il faut supprimer ces exonérations de cotisations sociales accumulées depuis 30 ans, soi-disant pour créer des emplois, et qui n'ont fait que provoquer des effets d'aubaine, qui n'ont fait que tirer vers le bas, vers toujours plus de précarité, de bas salaires les emplois, et qui n'ont fait que subventionner à bon compte le capital. Qu'il faut augmenter le taux de cotisation patronale qui n'a pas bougé depuis plus de 30 ans, qu'il faut faire cotiser les dividendes versés aux actionnaires, dont la part dans la richesse créée par les travailleurs dans les entreprises a plus que doublé depuis 30 ans. Et les calculs montrent tous que cela suffirait largement non seulement à ramener l'équilibre du système de retraite, mais à revenir sur toutes les contre-réformes précédentes. Donc tout cela, c'est possible. Il faut arriver à le dire et il faut arriver à en convaincre massivement tous ceux qui se sentent floués, tous ceux qui n'ont pas chassé Sarkozy pour cela. De la même façon, les hypothèses prises par le Conseil d'orientation des retraites, dans tous ces scénarios, semblent toutes construites pour nous entretenir dans la résignation, pour nous entretenir dans l'idée que rien d'autre n'est possible dans la société, alors même que le choc de répartition des revenus que nous appelons de nos vœux, que la mise en place d'une autre répartition des richesses fait non seulement partie de la défense de nos droits, mais fait partie de la solution pour le financement des retraites. 2 exemples. Que nous dit le Conseil d'orientation des retraites dans ces hypothèses? Il nous dit, nous faisons l'hypothèse que non seulement le taux d'activité des femmes ne va pas augmenter, mais même on pense qu'il va un petit peu diminuer. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que le taux d'activité des femmes à temps plein, avec de vrais salaires, avec une vraie égalité salariale, avec interdiction du temps partiel imposé, pourquoi est-ce que ce taux d'activité ne pourrait pas augmenter? Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas être équivalent de celui des hommes?
Pourquoi est-ce que les femmes qui restent à la maison, faute d'un service public de la petite enfance, faute de modes de garde suffisants, faute d'un accès à l'emploi suffisant, eh bien pourquoi est-ce qu'elles ne pourraient pas accéder à l'autonomie et à un véritable emploi, un véritable salaire? Pourquoi cette hypothèse? Que nous dit encore le Conseil d'orientation des retraites? Il nous dit, nous faisons l'hypothèse que d'ici 2040, la durée du travail ne diminuera pas. Pourquoi? Pourquoi la durée du travail ne pourrait pas diminuer? Pourquoi ne pourrions-nous pas, puisque nous refusons l'idée, on vit plus vieux, on devrait travailler plus longtemps, mais nous refusons aussi cette offensive, cette victoire remportée par le MEDEF à travers l'accord national interprofessionnel, qui est de dire non seulement on va revenir sur les 35 heures, non seulement on va revenir sur le mouvement historique de diminution de la durée du travail, mais on va même faire en sorte d'abandonner toute référence à une durée légale du travail, et ça se négociera entreprise par entreprise. Pourquoi est-ce qu'on serait obligé d'accepter ça? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas reprendre l'offensive sur cette question de la réduction du temps de travail? C'est vrai que cette question est assez largement vécue parmi la majorité des salariés comme un combat non mené ou mal mené, parfois comme un échec, parfois comme une aggravation de l'intensité du travail et de la flexibilité. C'est une raison supplémentaire, parce que le patronat, lui, est à l'offensive sur cette question, à travers non seulement les retraites, à travers les fameux accords de compétitivité que l'ANI a consacrés, même s'ils n'ont pas revêtu ce nom-là. Il faut reprendre l'offensive sur cette question pour combattre la précarité, pour dire on peut enfin s'attaquer à ce tabou du partage entre salaire et profit qu'on nous a imposé depuis 30 ans, à cette augmentation massive de la précarité et du temps partiel. On peut arriver à créer des millions d'emplois, mais pour cela, évidemment, il faut mener une bataille politique. Donc on voit qu'on n'est pas dans une question technique. On n'est pas dans une question technique, on est dans une question d'affrontement politique, et c'est ça la difficulté. Parce que dans la bataille de 2010, nous étions très nombreux. Nous avons été plusieurs fois, plusieurs millions dans la rue. Il y a eu des grèves, il y a eu des mouvements de jeunes. Et effectivement, la barre paraît placée très haut, comme l'a dit Verveine au début. On est dans une mobilisation qui paraît plus difficile. Il n'y a pas l'unité syndicale apparaît moins grande qu'en 2010. Et c'est un gouvernement de gauche qui nous impose un allongement, pour la première fois dans l'histoire, un allongement de la durée du travail. Donc nous avons la responsabilité non seulement de travailler au rassemblement unitaire le plus large possible, à la fois sur le plan politique, sur le plan associatif, sur le plan syndical, sur le plan de collectifs de citoyens un petit peu partout dans les villes, mais nous avons aussi la responsabilité de discuter dans notre famille, avec nos amis, avec nos collègues, partout où nous sommes, pour les convaincre que c'est possible, pour les convaincre que non seulement leur colère est juste, mais qu'elle ne relève pas d'un idéalisme impossible, qu'elle relève de quelque chose qui est à portée de main, pourvu qu'on en ait la volonté politique de mener la bataille. Merci.